Maintenant, même après 75 ans, on peut se présenter. Donc le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, il est au niveau des textes, du respect des textes, véritablement. On peut être jeune et ne pas avoir les capacités. On peut être aussi âgé et avoir toute l'expérience dont on a besoin par rapport au contexte sociopolitique dans lequel on est. Donc, ce n'est pas l'âge qui est le problème. Mais ce que disent nos textes, est-ce qu'on les applique? C'est à ce niveau-là qu'on a un problème. On prend des décisions anticonstitutionnelles, la CEI travaille même contre le code électoral, chacun fait ce qu'il veut, il y a un désordre institutionnel qui est installé et un désordre légal même aussi qui est installé. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment recadrer les choses au niveau des textes. Après, c'est le peuple qui décide s'il veut voter un vieux ou bien voter un jeune. Donc ça, c'est un débat qui pour nous n'est pas important. Voilà. En politique, là, il n'y a pas de retraite. Celui qui a décidé de faire de la politique son métier, à chaque étape de sa vie, il y a quelque chose qui peut apporter à la vie politique et ça doit dépendre de lui. Voilà. Donc, c'est un faux problème. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Je le disais au début de mon propos, le président actuel lui-même s'est plaint d'exclusion et ce sont des décisions politiques qui l'ont amené à être candidat. Aujourd'hui, il est candidat, il refuse d'appliquer ne serait-ce que les textes. Parce que les 4 que vous avez cités là, ils n'ont pas le même problème. Ils n'ont pas le même problème. Voilà. Si vous prenez le président Guillaume Soro, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris un arrêt pour demander qu'on arrête les poursuites contre lui. Et les juridictions internationales sont au-dessus des juridictions nationales. Mais la Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer cette décision et elle a même fait pire, elle a retiré sa déclaration de compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le problème, c'est que le retrait de sa déclaration de compétence à la Cour africaine ne l'exempte pas d'appliquer les décisions qui étaient déjà prises. Ça n'a pas été appliqué. Aujourd'hui, le président Guillaume Soro est en exil, contrairement à ce que notre constitution qui dit que nul ne doit être contraint à l'exil. Quand on prend le cas du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, ils sont allés à La Haye dans le cadre d'un procès pour les faits liés à la crise post-électorale. Et ils sont allés là-bas parce que la Côte d'Ivoire a estimé qu'elle ne pouvait pas les juger ici. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire a ratifié rapidement le statut de Rome pour les transférer à La Haye. Bon, ils s'en vont là-bas, on dit qu'ils sont acquittés. Et puis on vient les juger pour les mêmes faits en Côte d'Ivoire. Quand on dit que le ministre Charles Blé Goudé est condamné à 20 ans pour viol et torture, les viols et tortures, là, ça ne fait pas partie des crimes contre l'humanité pour lesquels on les a jugés à La Haye. Il y a un problème. Il y a un problème. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris un arrêt pour demander que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste. On n'a pas appliqué. Donc quand on demande qu'on les mette sur la liste là, ce n'est pas un service qu'on demande à l'État de Côte d'Ivoire. On lui demande d'appliquer simplement les textes, d'appliquer les décisions de justice. Malheureusement, ici, on applique la loi quand ça nous arrange, on ne l'applique pas quand ça ne nous arrange pas. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'on n'est pas dans un état de droit. Parce que dans un état de droit, on ne fait pas les choses de façon sélective. Maintenant, par rapport au président Thiam, on lui reproche de n'avoir pas été ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant que la justice ivoirienne dit qu'il est ivoirien, là, pourquoi on ne fait pas la RLE 2025? Parce que c'est la RLE 2025 qui lui aurait permis, lui, de se réinscrire sur la liste, puisque maintenant on reconnaît qu'il est ivoirien. Il a renoncé à sa nationalité française. Maintenant, pour la RLE 2025, là, il serait ivoirien. Mais la RLE n'aura pas lieu.
Comment on fait pour l'inscrire sur la liste? C'est pour tout ça qu'on dit qu'il est nécessaire qu'il y ait un dialogue politique. Parce que tout ça, ça relève des injustices. Ça relève des injustices. Si on ne fait pas la RLE 2025, on fait de l'exclusion de candidats, mais on fait aussi de l'exclusion d'électeurs. Parce que quand dans la RLE 2024, on dit qu'on prend tous les mineurs jusqu'au 1er mars 2025, là, mais ceux qui sont nés entre mars et octobre, qui auront aussi 18 ans, là, eux, ils n'ont pas été pris en compte. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Et comme le temps est court, c'est pour cela que c'est nécessaire qu'il y ait un dialogue politique pour que tous les acteurs politiques importants là s'asseyent pour trouver un consensus. En tout cas, nous, en tant que société civile, on estime que tous les responsables politiques qui décident d'être candidats là, on doit leur permettre d'être candidats. Et puis nous, le peuple là, on va choisir. Parce que tous ils parlent. Mais nous, on veut voir le poids réel de chacun. Laissez tout le monde se présenter, on va voter. Maintenant, pour que nous, notre vote aussi soit respecté, là, il faut que la CEI là, soit assainie. Parce qu'il ne faut pas que nous, on vote et puis après, on confisque nos résultats ou bien on les trafique. Donc, vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage tout ce qui se passe, ces exclusions. C'est vraiment dommage. On espère que nos autorités se ressaisiront à temps pour trouver vraiment un consensus autour de toutes ces questions-là. On l'a exprimé parce que c'est ce qui est logique. C'est ce qui est logique. Vous avez en face de vous un adversaire qui a toutes les manettes en main et qui ne veut pas se mettre dans la justice. Donc la moindre des choses, c'était de vous mettre ensemble pour lutter contre l'adversaire commun. Voilà. Mais il se trouve que malheureusement, dans l'opposition, il y a beaucoup qui ont des agendas cachés, ce qui fait que c'est difficile. Il y a aussi des problèmes personnels entre certaines personnalités qui accroissent encore les dissensions. Donc, bon, on regarde, hein, on va voir ce que tout ça va donner. Sinon, l'idéal aurait été que l'opposition fasse bloc. Il y a un bloc qui est Cap Côte d'Ivoire, il y a un bloc qui est PPACI. Effectivement, on ne sait pas encore où se situe GPS. Mais une chose est sûre, tout ça n'est pas fait pour aider à obtenir l'essentiel. L'essentiel, là, c'est le dialogue politique. Au stade où on est, c'est ça l'essentiel. Et c'est ce que nous tous, on demande, société civile comme opposition. Mais si l'opposition était en bloc, moi je pense qu'on l'obtiendrait plus facilement que quand ils vont en rang dispersé. Si j'avais peur, je ne serais pas face à vous. La peur, c'est quelque chose de naturel, hein, mais le plus important, c'est nos convictions. Quand vous vous engagez au service du peuple, vous avez forcément une vision. Et c'est cette vision-là qui vous donne la force d'avancer malgré les difficultés. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Et quand vous avez aussi le soutien d'une partie du peuple, évidemment, ça vous encourage parce qu'on a quand même quelques résultats hein, dans tout ce que nous faisons qui nous encouragent à avancer. Donc, ce qui nous encourage surtout, c'est le fait de ne pas supporter toutes les injustices qui ont cours, ne pas supporter la souffrance du peuple qui est laissée pour compte parce que malheureusement, la plupart des opposants sont concentrés sur leurs problèmes. De temps en temps, ils jettent un coup d'œil sur certains problèmes, mais après, bon, le peuple est livré à lui-même. Voilà, donc c'est vraiment important pour nous de nous engager aux côtés du peuple pour porter leur voix, puisqu'on a payé le prix pour pouvoir parler. Hein. Donc, au moins ça, on peut le faire. Voilà, donc on le fait en espérant que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. En fait, c'est le contexte qui pousse à certaines décisions. Sinon, de façon, on va dire, de façon classique, la société civile n'a pas pour rôle de briguer le pouvoir.
Le rôle de la société civile, c'est d'être l'arbitre, c'est de contrôler l'action publique, d'applaudir quand on doit applaudir et de dénoncer quand on doit dénoncer, tout en faisant des propositions. Donc, le poste politique qui est dans cette logique-là, c'est le poste de député. C'est ça qui est dans la logique du travail de la société civile, puisque le député porte la voix du peuple. C'est pour cela que, bien qu'étant élu dans une circonscription, après on dit député de la nation. Donc, en réalité, nous, on fait le travail des députés sans être dans leur casquette, sans porter leur casquette. Donc, un acteur de la société civile qui est engagé comme nous, ce qui serait logique, c'est qu'il cherche à être député, surtout quand on est dans un contexte où le droit n'est pas respecté, où les libertés ne sont pas respectées. Ça donne un peu plus de sécurité à cette activité. Parce que nous, aujourd'hui, on se lève, on dissout nos associations, on prend les lois qu'on veut contre nous. Les lois se prennent où? À l'Assemblée nationale. Donc la logique serait que nous y allions pour prendre des bonnes décisions en faveur du peuple, pour défendre les intérêts du peuple. Donc logiquement, c'est là que devrait aller un acteur de la société civile ou encore au Conseil économique et social, voilà. Mais quand on est dans un contexte où toutes les institutions démissionnent, comme le cas où on est actuellement là, toutes les institutions sont en dysfonctionnement. Elles ne respectent pas leur rôle. Quand on est dans un tel contexte, un acteur de la société civile qui en a les moyens peut décider de briguer aussi la présidence pour chose. Moi, personnellement, si j'en avais les moyens, je me serais présenté. C'est juste un problème de moyens. Si je trouve un financier, je me présente tranquille. Puisqu'on est là, on parle, on ne nous écoute pas. Pourquoi nous-mêmes, on ne va pas aller là où on décide? Notre rôle n'est pas seulement que de parler. Quand on vous écoute encore, ça va, mais quand on ne vous écoute pas, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Sinon, on se serait présenté sans problème. C'est au peuple de choisir. C'est au peuple de choisir. Oh, on n'en serait pas surpris, hein. On n'en serait pas surpris, puisque c'est ça qui est la solution aujourd'hui, de radier tous ceux. Peut-être que Assalé même sera radié bientôt aussi. On attend pour observer. Mais c'est vraiment dommage, quoi, parce que ça ne rend pas le jeu politique sain. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'en principe, on doit créer les conditions d'une élection saine et c'est au peuple de choisir qui ils veulent. Oui, M. Assalé, c'est quelqu'un à féliciter. Il est à féliciter parce qu'il donne l'exemple. Personne n'est parfait, mais de tous les députés, c'est lui qui incarne le plus le rôle du député. Et donc, nous, en tout cas, on a beaucoup d'estime pour lui et on l'encourage dans sa carrière politique. Je ne me suis pas encore prononcée sur l'affaire Komé Bakary parce que je suis en train moi-même de faire mes enquêtes et je n'ai pas encore tous les résultats. Mais ce que je peux dire, c'est que le droit foncier urbain autorise les étrangers à avoir des parcelles. Du coup, sa nationalité n'est pas un problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'il a eu ces terres. Et pour avoir des terres chez nous, ici, en milieu urbain, la responsabilité des communautés villageoises et celle du ministère est très engagée. En tout cas, leurs responsabilités sont très engagées. Donc, j'attends d'avoir tous les éléments et puis je me prononcerai aussi sur cette question. Mais il ne faut pas rester dans l'émotion. Il faut vraiment avoir toutes les données pour pouvoir dire ce qui est réellement. Parce qu'on peut tirer sur des personnes alors qu'en réalité, elles sont dans leurs droits. Non, on rit, mais franchement, le climat n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant parce que nous ne sommes pas à notre première expérience de crise électorale, malheureusement. Je le disais au début de notre entretien, nous sommes déjà dans une crise préélectorale. Et quand on sait comment les autres crises se sont passées, moi je crois que les gens ont raison de prendre leurs précautions, sincèrement. Nous sommes des acteurs de la vie publique. Nous n'avons pas intérêt à aller où que ce soit. On est là pour observer, pour donner notre avis sur ce qui se passe, pour donner des conseils quand on veut bien nous écouter.
Mais ceux qui peuvent prendre leurs précautions doivent les prendre effectivement. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être prévoyant. On dit que quand tu as été mordu par un serpent, quand on voit le ver de terre ou la porte, automatiquement on a peur. Mais ce qui serait indiqué, c'est surtout de prier, chacun selon sa chapelle religieuse, pour que nos autorités reviennent à de meilleurs sentiments par rapport au dialogue. Parce que toutes les crises, même les guerres mondiales, se sont soldées par des négociations. Donc le mieux serait que des négociations soient faites avant que le pays n'arrive, parce que quoi qu'il arrive, on va toujours négocier. Donc que tous les Ivoiriens prient pour que la sagesse habite nos autorités, parce que l'initiative du dialogue ne peut venir que du parti au pouvoir. Voilà. Donc que la sagesse les habite pour que ce dialogue-là soit fait à temps afin d'éviter encore une autre crise électorale. Moi, j'écoute toutes les musiques qui sont de bonne facture. Je n'ai pas de genre musical qui me plaît plus qu'un autre. On écoute la musique selon ses humeurs, selon le contexte où on est. Mais évidemment, par rapport au combat qu'on mène, on aime beaucoup les artistes engagés comme les Pat Sako parce qu'on se retrouve dans ce qu'ils disent. Bon, il y avait les salopards, malheureusement, ils ne chantent plus. Parce que malheureusement, tous les maux qu'ils dépeignaient, depuis qu'on est petit, là, ce n'est pas encore résolu. Hein. Problème d'ordure, de politique, tout est encore là. Donc c'était vraiment des visionnaires. Voilà, je n'ai pas beaucoup d'artistes préférés. Hein. Comme je dis là, j'aime tout. Mais si je dois avoir des artistes préférés, ça sera vraiment ceux qui sont dans la musique engagée, Suspect 95, tous ceux qui dépeignent en tout cas les mots sociaux. Il y a un slammer qui s'appelle aussi l'étudiant. J'aime en tout cas tout ce qui est satirique. Bon, avant, j'aimais beaucoup le football. J'ai fait un peu de football féminin jusqu'à l'université. J'étais une bonne attaquante. Mais encore, c'est mon côté soif de justice qui a fait que je n'ai plus aimé le football. Parce que quand il y a eu la Coupe du Monde de 1990, j'ai été choquée par l'élimination du Cameroun. Je me suis dit, mais si on fixe des règles qu'on ne peut pas respecter, ça sert à quoi? C'est comme ça que je me suis désintéressée du football. Donc actuellement, j'aime bien la marche, j'aime bien la natation. À la télé, je n'ai pas trop le temps pour regarder la télé. Sinon, on a tous suivi la CAN. Mais ça ne fait plus partie de mon sport favori. Parce qu'on triche là-bas. Dans l'ancienne génération, c'est notre Drogba national qui a marqué tout le monde. Hein. Et puis dans la nouvelle génération, j'aime bien Adengra. Ben, je voudrais vous remercier pour le travail que vous faites. C'est vraiment important de rendre l'information accessible au peuple. Et donc, félicitations pour ce que vous faites. Et puis, je voudrais vraiment revenir sur la situation socio-politique parce qu'on est vraiment inquiet. On est vraiment inquiet. En tout cas, moi, je demande pardon aux autorités d'organiser ce dialogue politique. Ça va nous libérer, nous tous. Ça va permettre de trouver un consensus qui fasse qu'on puisse encore épargner des vies. À ça, à la lutte où on va là, on est vraiment inquiet. On est vraiment inquiet. Merci beaucoup.